Qui va être repêché en premier? Leonard ou Michkov? La gang, on start ce show-là, le show sur la passerelle. Hey, avant de débuter le show, la gang, écoutez, c'est pas pour rien que je commence un peu plus tard ce soir. C'est très rare que je regarde des games de golf à télé. Très rare. Je joue à peu près 3-4 games par année. Je ne suis pas un grand joueur de golf, mais j'aime ça. Puis, quand il y a des moments spéciaux comme aujourd'hui, ben, je regarde ça. Et c'était toute une game de golf, la gang, tout un tournoi à l'Omnium canadien. Nick Taylor, un Canadien, je pense que ça faisait quelque chose comme 70 ans que ce n'était pas arrivé, tout près. Là. Tu sais, quand la télé est en noir et blanc, il y a bien, bien longtemps. Là. Ça faisait longtemps. Et Nick Taylor a remporté en 4e trou de prolongation. C'était toute une confrontation. C'était beau à voir contre Fleetwood. Honnêtement, c'était du beau golf. C'était très relevé. Et puis, écoutez, on est bien content pour Nick. Donc, c'est pour ça qu'on commence un peu plus tard ce soir. Mais le sujet qui vous intéresse, Leonard versus Michkov. Si vous vous rappelez, il y a à peu près 2 semaines, je vous parlais de Ryan Biker. Puis je vais vous dire une affaire, s'il ne faisait pas l'affaire à bien du monde. Ah non, on a déjà des défenseurs. Pourquoi pas? Pourquoi encore un autre? Ah non, on veut de l'attaque. Je pense encore aujourd'hui que si les Canadiens concordent une transaction pour aller chercher Pierre-Luc Dubois contre, par exemple, Logan Mailloux, plus d'autres choses, pas juste Logan, quand même pas rêver en couleur, ça pourrait être bien intéressant pour le Canadien de Montréal d'aller chercher Ryan Biker. Ceci étant dit, moi, ce n'est pas mon préféré. Parce qu'on a déjà un Caden Goulet, qui est un joueur un peu similaire à Ryan Biker, mais peut-être un peu plus physique. Mais ça ressemble pas mal, mettons. Alors, pourquoi aller chercher un autre défenseur similaire à Goulet, quand on a déjà un? Je préférais de loin un joueur d'avant. Vous le savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'aime beaucoup Michkov. Je pense qu'après Bédard, il n'est même pas tellement loin de Bédard, point de vue de talent. La grosse question, c'est que le Canadien de Montréal va pouvoir prendre la chance d'aller chercher un joueur qu'on ne sait pas s'il va joindre avec l'équipe dans 3 ans ou dans 6 ans, si jamais il signe une prolongation dans la KHL. C'est la grosse question. La grosse question. Alors, ce soir, on va faire l'exercice, les pour, les contre, de choisir Leonard versus Michkov. Également, on va parler de quelques rumeurs de transactions. Ou quelques rumeurs, ou quelques affaires que je vais peut-être inventer ici et là, mais qui pourraient peut-être faire du sens. Je dis bien peut-être. Pourquoi pas Bédard et Michkov à Chicago? Oh, ben gardons ça, toi. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi Chicago ne transigerait pas avec, par exemple, l'Arizona ou même le Canadien de Montréal pour le 5e choix? On va en parler tantôt. Également, je veux parler, bien entendu, de la série entre les Golden Knights de Vegas et les Panthers de la Floride qui mènent 3-1 dans la série. C'est une série qui était quand même assez serrée, je vous dirais. Peut-être pas le deuxième match qui était vraiment hors de portée, mais sinon, c'était des games serrés. Même hier encore, les Panthers trouvent le moins d'arriver dans le match. Ils n'ont pas assez proche de créer l'égalité en fin de 3e. Écoutez, on va leur donner du crédit aux Panthers. Là. Ça risque d'être difficile d'aller gagner ça à Vegas, mais on ne sait jamais. Il ne faut pas les compter pour battus. Ils ont des bons guerriers dans cette équipe-là qui vont tout donner, qui ne feront pas de cadeaux aux Golden Knights lors du prochain match. Je veux saluer dans le chat, nous l'autre, Kepler qui est là, qui lui, c'est assez simple. Je prends le meilleur, je prends Michkov. Salut Canadien 10, moi je prends Ryan Leonard. Salutations à Pascal. Salutations à Chris Tucker également. Et Julien. Et ne soyez pas gênés à nous dire, vous, qui vous prenez entre Leonard et Michkov. Si vous voulez y aller avec Ryan Biker. Puis d'ailleurs, ce qu'on va faire également, juste pour se mettre un peu dans le contexte, il y a comme, on va dire, 4 grandes catégories. Okay? Il y a le joueur du temple de la renommée dans 15-20 ans, qui est Connor Bedard. Alors ça, lui, c'est dans une classe à part. Après ça, tu as Michkov, qui est un talent pas très loin de Connor Bedard. Ça va être difficile pour lui le temple de la renommée parce qu'il
il risque d'avoir une carrière écourtée dans les standards de hockey. Il va commencer plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas, mais c'est moins certain dans son cas, mais il y a énormément de talent. Certains vont comparer à Patrick Kane parce qu'il a des superbes de main, bon lancer, un petit allié, mais qui en a dedans et beau à voir aller. Beaucoup de talent. Ensuite de ça, il y a la troisième catégorie qui est des joueurs, pas loin d'être des joueurs de concession. C'est des joueurs probablement qui vont être sur le premier trio de leur équipe. Des joueurs qui vont faire une différence. On parle de Fantilli, on parle de Carlson et on parle de Smith. Vous les prenez les trois, puis tout dépendant de l'équipe, tout dépendant de quel recruteur vous parlez, ils sont pratiquement tous sur le même pied d'égalité, ces trois-là. Très difficile de les départager. Donc, celui qui repêche deuxième ou qui repêche quatrième va en joueur qui va être très, très bon, peu importe le choix qu'ils font. Et là, c'est là que ça devient compliqué. C'est dans l'autre catégorie. Canadiens de Montréal vont avoir la chance soit de mettre la main sur un Michkov, soit de mettre la main sur un gars de premier trio, ou bien donc, et là, c'est là que ça se complique. Tu as 4 gars qui ont un talent relativement similaire. Vous avez Leonard, vous avez Reinbacher, vous avez Benson, puis vous avez Dvorsky. Selon moi, les 4 joueurs qui ont des grosses chances qui sortent entre les rangs 6, entre les rangs 6 et 9. Michkov va probablement glisser là-dedans. Je ne peux pas croire que Michkov va glisser plus loin que le 8e. Je serais vraiment surpris. Fait que c'est ça la grosse affaire. En gros, c'est là que ça joue, la gang. C'est là que ça va jouer. Les Canadiens sont quand même dans une bonne position. Il ne faut pas oublier ça parce que les Canadiens, ils peuvent choisir, en fond. Ils peuvent choisir le destinée. Est-ce qu'on répare l'erreur de Trevor Timmons qu'il a commise en 2018? Vous vous rappelez? Il a voulu absolument le chercher Kéké. Il a passé à côté de Brady Tkachuk. Leonard, je ne vous dis pas qu'il est aussi gros. Il est loin d'être aussi gros. Je le dis souvent. C'est un gars peut-être de 30 buts par année. Je le situe entre un Brendan Gallagher et un Brady Tkachuk. Un gars fort probablement qui devrait être top 6. On ne sait pas s'il va être un jour sur la première ligne. Mais ceci étant dit, si les Canadiens de Montréal veulent égaliser leurs forces, et c'est quelque chose qui est très courant avec le hockey, Leonard pourrait très bien jouer, comme Gally l'a fait tellement longtemps, sa première ligne. Ça pourrait être bien correct. Puis on pourrait garder un Slaffy sur la deuxième ligne avec soit Kirby Dach, soit Pierre-Luc Dubois, en compagnie d'un Josh Anderson, ou éventuellement, on va bien voir, un autre allié advenant que Josh Anderson soit impliqué dans une transaction. Ça commence à être intéressant quand même quand on regarde ça, cet angle-là. Qu'est-ce que le Canadien doit faire? C'est là qu'on veut prendre les pour et les contre. L'avantage de prendre, et si je veux, on va revenir aux Panthers tantôt, contre le Golden Knights. L'avantage de prendre, selon moi, un Leonard versus un Michkov, c'est que ça va rentrer dans l'identité du Canadien de Montréal. C'est un gars qui va jouer fort probablement dans 2 ou 3 ans à Montréal. On ne sait jamais. Des fois, c'est un peu compliqué avec des joueurs universitaires américains. Des fois, ils veulent poursuivre leurs études, comme l'a fait par exemple Caulfield. Mais quand tu es pris au 5e rang, bien souvent, c'est rare que tu vas décider de prolonger. En principe, il devrait être un Canadien de Montréal pour la saison 24-25. Je dis bien en principe. C'est un gars, je veux dire, là, il mange les bandes, il aime jouer au hockey, il a beaucoup de hargne, même si ce n'est pas un gars avec un physique très imposant, 5 et 11. C'est un gars qu'on va aimer, qui va rentrer dans l'identité, c'est ce qu'on veut. C'est un gars qui va nous aider aussi à gagner en série. On a besoin de ce style de joueur-là. Il ne va pas détruire ta masse salariale également. Un Michkov risque, lui, éventuellement, de détruire ta masse salariale parce que c'est un gars qui va pas détruire. C'est un grand mot. Il n'y a pas de mal à avoir un joueur étoile de ton équipe. Là. Mais c'est un gars, lui, qui sait qu'il ne va pas en bas de Nick Suzuki là, quand il va arriver dans 4-5 ans. Là. Il va aller chercher facilement 10 millions par année, fort probablement, assez vite. Si on fait des projections, on regarde Kaprizov au salaire qu'il a signé il y a déjà 200 de ça, dites-vous que ça va être facilement entre 10 et 12 que va aller chercher Michkov quand on parle dans 3, 4 ou 5 ans. Tandis que Leonard, plus style de jeu, probablement qu'il va être cherché, à moins qu'on lui donne un contre-pont, c'est un gars qui pourrait aller chercher un contrat de 8 ans, éventuellement, peut-être un 7 millions par année, ce qui serait plus facile à manœuvrer avec.
Je dis 7 millions parce que je prends pour hypothèse qu'il va être un gars top 6, puis pas loin de 30 buts par année. Je vois que cette hypothèse-là. Un gars qu'on va trouver très, très utile, puis on va aimer longtemps. Puis n'oubliez jamais les salaires. Il faut toujours faire une projection. On ne regarde pas le salaire d'aujourd'hui, on regarde le salaire dans 3, 4, 5 ans. Michkov, on sait qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Si on lit entre les lignes, je ne pense pas que le Canadien pourrait aller le chercher ou vont vouloir aller le chercher. Je ne serais vraiment pas surpris. Mettez un petit 2. D'ailleurs, la cote, actuellement, le joueur le plus populaire, si on regarde sur les paris sportifs, c'est Ryan Leonard à 3 contre 1. 4,5 contre 1 pour Michkov. Je vous parle de Michkov à Chicago. Je parlais de ça que les boys n'étaient pas trop sûrs, n'étaient pas trop convaincus en fin de semaine. Je parlais avec Francis, Mattman et Luc. Matt, il avait l'air de trouver ça qu'il avait de l'allure. Tu sais, mettons que Chicago, là, on s'entend qu'il ne gagnera pas avant 2-3 ans. Ils peuvent attendre, eux autres. Mais imaginez, dans 5-6 ans, avec un Connor Bedard et un Michkov dans leur équipe. Hein, ce ne serait pas beau, ça, avec un peu. Vous vous rappelez du fameux Jonathan Toews et Patrick Kane, comment il leur a donné du bon hockey pour bien des années. Je ne compare pas Jonathan Toews à Connor Bedard. Je pense que Connor Bedard est supérieur à Jonathan Toews. Par contre, on pourrait comparer un Michkov à Patrick Kane. Et Chicago ont en masse de choix. Encore quelques jeunes. Et ils ont un fameux 7 jaune aussi qui va être disponible, lui, être transigé. Alors, les paris sont ouverts. Est-ce que ça peut être avec le Canadien de Montréal? Est-ce que ça pourrait être avec les Flyers de Philadelphie? Est-ce que ça peut être une transaction avec les Capitals de Washington? Peut-être même Arizona qui ont le 6e et 12e choix. Vous en pensez quoi, vous autres, la gang? Est-ce que vous pensez que Chicago pourrait faire un move pour aller chercher le choix entre 5 et 8 pour mettre la main sur un Michkov? Ça a-tu de l'allure ou non? Imaginez, par exemple, Seth Jones se joindre à Washington. Tu sais, la question de donner une dernière chance pour 2-3 ans aux Capitals de Washington, d'être un peu plus compétitif. Question de faire plaisir, de donner grand sourire à nul autre que Ovechkin. Je vais aller voir vos commentaires dans le chat. Je veux juste saluer Mario qui est avec nous autres. Salutations, mon cher Mario. Merci d'être là. Kepler, qui aimerait bien ça avoir un recruteur des Shells sur la chaîne avant le draft. J'aimerais bien ça, Kepler. Juste pas certain qu'il n'y a aucun recruteur actuellement qui s'en a hockey qui accepterait de donner des entrevues. Puis même s'il le ferait, on n'aurait aucune information, malheureusement. Les recruteurs, écoute, là, c'est la loi du silence actuellement. Si vous avez écouté Kent Hughes lors de la conférence de presse la semaine passée, il n'a pas dit grand-chose. Puis même ce qu'il a dit, ben, on peut tirer des conclusions. On va faire nos devoirs pour Michkov. On a bien Leonard, on a bien Will Smith, c'est sûr, il les connaît. D'ailleurs, il a texté la famille Will Smith. Je veux dire, ça se connaît toute la gang. Ça se connaît tout. Mais non, recruteur de la nationale, mon Clipper ne viendrait pas donner une entrevue. Je serais vraiment étonné de ça. Yannick Simard. Sérieusement, être le directeur général des Canadiens, avoir à vivre avec peut-être ne pas avoir repêché un des meilleurs joueurs à venir, pas facile. Ils sont dans une position pas facile, mais quand même, comme je dis, ils ont le destin entre leurs mains. Si jamais ça ne fonctionne pas, ce qu'ils ont fait, là, ils ont un que d'autre à blâmer. Parce que je serais très étonné que Michkov soit choisi parmi les 4 premiers. Je serais très surpris pour la simple et unique raison que je ne pense pas qu'il y ait une assez grosse différence de talent entre Michkov et les positions 2 à 4. Oui, il y a une différence. Oui, Michkov a un peu plus de talent, mais je ne pense pas que c'est assez prononcé pour justifier l'attendre entre 3 et 6 ans avant de mettre la main dessus. Puis on ne sait jamais ce qui peut arriver également. Fait que, il y a trop d'impondérables pour prendre ce risque-là. C'est plus la position du Canadien de Montréal que ça commence à être un peu plus intéressant ou tricky, comme on dit. Rendu à position 10, il n'y a même plus de questions à se poser. Si jamais à position 10, il est encore disponible, c'est sûr qu'il va partir. Tu sais, quand je vois du monde qui dit on va peut-être glisser jusqu'à 15, 16. C'est absolument impossible, ça serait ridicule. Parce que quand on est rendu à parler à position entre 10 et, mettons, 18, là, écoutez, probablement des top 9, mais il n'y a rien de garanti là-dedans. On ne sait vraiment pas. Ça va être des gars de premier, deuxième, troisième trio. Probablement des gars qui vont jouer à salle de hockey, mais il n'y a rien de trop sûr. C'est bien tout le temps 2-3 flops dans ça. Alors, tandis que Michkov ne sera pas un flop. C'est juste qu'on ne sait pas quand il va arriver. Parce qu'il va venir jouer dans la salle de hockey. Comprenez-moi bien? Il va venir. C'est sûr qu'il va venir. Sûr. Il ne viendra pas au repêchage pour rien dans les circonstances qu'on connaît présentement.
n'était pas au combine, puis je pense que c'est normal qu'il n'est pas venu au combine. Il ne pouvait pas venir au combine. Il ne pouvait tout simplement pas venir. C'est déjà beau qu'il soit ici pour le repêchage, je vais vous dire l'affaire. Parlant de combine, ça vaut ce que ça vaut. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les épreuves, hein, l'épreuve de connaître la puissance, l'agilité, ainsi de suite des joueurs. OK, ça peut être intéressant, des métriques qui peuvent être le fun, mais Connor Bedard, en passant, n'a pas fait grand-chose. Il n'a rien cassé. Je pense qu'il finit dans les top 10 dans une discipline sur toute la gang. C'est déjà beau. Il s'est donné quand même. Si ce n'est pas vécu, il aurait pu dire, garde, moi, je ne crois pas blessé ou je ne mettrais pas la langue à terre pour rien. Non, il a été très professionnel, il s'est donné en masse, mais bon, c'est pas ça qui va changer son rang de sélection. Par contre, les questions, les entrevues, toujours intéressant. Semble-t-il que le Canadien a toujours des questions bien bizarres. Ça a l'air que le Canadien ne donne pas ça facile aux joueurs. C'est de bonne guerre. C'est de la psychologie. Hein. C'est toutes des questions pour connaître le style, la personnalité de la personne. C'est des guerriers, c'est des bons leaders, c'est des gars qui sont un peu plus les off, là, tu sais. Fait que c'est des questions comme ça, un petit peu, tu sais, comme genre la question qui avait été dit ça a l'air il y a une couple d'années. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, celle-là. Vous avez le choix à 20$ dans vos poches direct ou un 100$ dans le bas de toi, vous devez aller chercher. C'est des questions un peu de même. Là. Quel genre d'animal vous êtes? Puis bon. Mais bon, regardez. Ça vaut ce que ça vaut. L'important, au bout de la ligne, là, ça se passe à la glace. Mais bon, tu sais, quand tu as départagé en 2 joueurs, tu ne sais pas trop, genre d'informations peuvent t'aider. Tu sais, je veux revenir à Slaffy et la sélection de l'année passée. Je pense qu'on va se rendre compte assez vite que le Canadien n'a peut-être pas nécessairement fait le bon choix. Puis, je ne vais pas tourner le fer dans la plaie, mais on regarde les recruteurs, on regarde la saison Logan Cooley. De plus en plus, on dit que Logan Cooley va être un excellent joueur de hockey, puis va être probablement supérieur à Slaffy. Par contre, est-ce que Slaffy va être meilleur que Shane Wright? Très possible. Du moins, ce que j'aime de Slaffy. Puis peu importe si ça vient un jour, peut-être juste un gars de 2e ou 3e trio, il a une très belle attitude. Je ne pense pas que c'est un gars qui va se pogner le cul. Je pense que c'est un gars qui va se donner. Il est en mode apprentissage. On ne va pas le comparer à Armia. Déjà, point de vue attitude, on n'est pas là. Fait que le gars, il a la bonne attitude. C'est déjà ça le gagner. Fait que, ça va être un joueur de hockey. Il va jouer dans l'excellent de hockey. Il va jouer plusieurs saisons. Est-ce qu'il va être aussi bon que Logan Cooley? Probablement pas. Probablement pas aussi intéressant que Nemec qui va devenir un défenseur étoile. Mais probablement le 3e meilleur de l'édition. C'est déjà pas pire. C'était pas évident pour le Canadien de Montréal de sélectionner l'année passée. Il y avait beaucoup de pression à prendre Shane Wright, puis on va leur donner au moins le crédit d'avoir osé y aller avec probablement celui qui a eu la meilleure entrevue ou le meilleur entretien, puis qui a montré les plus belles choses dans les tournois l'année passée. Fait que vous n'avez pas été beaucoup à répondre, les Mishkov à Chicago. Est-ce que vous croyez à ça ou non? J'essaie de voir là, si je vois des réponses sur ça. Je n'ai pas vraiment vu de réponse, mais c'est correct. C'est sûr qu'on est moins nombreux qu'en temps normal. Là. Mario qui me dit si Mishkov descend plus que 10e position au repêchage, une grosse possibilité qu'il ne joue jamais dans le centre de hockey. 100% raison, Mario. Ça a d'ailleurs été dit à quelques reprises. Là, ce ne serait pas étonnant de voir la KHL jouer dans la tête avec ça. Hey, tu vois, ils ne t'aiment pas. Ils n'ont aucune. Moi, je pourrais dire ça. Ils ne reconnaissent pas ton talent. Donc, ils n'ont pas de crédibilité. Regarde, ils ne te mettent pas d'indice premier. Il ne va pas perdre ton temps dans la nationale de hockey. C'est sûr qu'ils vont jouer dans la tête. Regarde, Mario. Je pense que le gars n'est pas cave non plus. Il y a une question de contexte. Pourquoi il glisse? J'imagine qu'on va sûrement trouver une manière de lui passer le message que, regarde, on t'aurait bien. C'est sûr que l'équipe t'aurait prêt avant, mais il avait peur de la situation puis tout. Chicago, non. Vous n'êtes pas d'accord avec ma suggestion. Je ne pensais pas que ce serait une bonne idée que Chicago fasse un move pour aller chercher. C'est sûr qu'il ne reste plus grand-chose à donner, à part Seth Jones, honnêtement. Autre chose aussi qu'on a entendu encore, hein, oui, il y a eu des rumeurs aussi. C'était une grosse semaine. Hein, après la signature de Cole Caulfield lundi passé, écoutez, ça a été la débandade toute la semaine. Il y a eu l'histoire. Pierre-Luc Dubois, j'aurais pu faire des shows toute la semaine avec ça, tellement qu'il y a du monde qui ont des éclairs en titre aigus. Pourtant, les meilleurs cas d'écoute, c'est quand je parle de Pierre-Luc Dubois. C'est indéniable, on l'a vu dans la dernière semaine. Là, il y a un moment donné, les rumeurs de Pierre-Luc Dubois, on disait qu'il y avait 5 ou 6 équipes intéressées. Là, écoutez, prenez ça avec un gros grain de sel, OK?
Pas mal lu en fin de semaine là-dessus. Puis ce qui ressort, il y aurait peut-être juste 2 équipes au final. Je vous le dis, prenez ça avec un gros bémol. C'est loin d'être des sources sûres. Okay? C'est des candidatons. Ça a l'air que le voisin du beau-frère, vous savez quel genre d'affaire, là? Bon. Quelqu'un connaîtrait bien Pierre-Luc Dubois, qu'il resterait 2 équipes en lutte. Il resterait les Kings de Los Angeles et les Canadiens de Montréal. Ça a l'air. S'il va à Los Angeles, c'est une belle place. Je ne pense pas qu'il va être au centre. En tout cas, pas pour tout de suite. Il va rester d'aller à l'aile. Correct, Pierre-Luc Dubois, lui, il n'a pas de problème à jouer à l'aile, je pense. Là. Si tu le mets avec Dano, il va être content. Je pense que ça pourrait faire un fait intéressant, moi, avec Kopitar. Voilà. Puis Byfield, c'est so-so. En tout cas, on verra bien. Je pense qu'il peut avoir la place pour le Los Angeles. C'est des rumeurs qui ressortent. Comme je vous dis, prenez ça avec un petit grain de sel. Mais par contre, le 9 millions par année, ça, je trouve que ça fait pas mal. Puis on en a parlé d'ailleurs vendredi. Là. Pour moi, 9 millions par année, c'est non. Cependant, je veux juste vous calmer un peu ceux qui disent qu'ils partent tout de suite, qu'ils montent des grands chevaux. Ça n'a pas de maudit bon sens de donner 9 millions à Pierre-Luc Dubois. Là. On se fait des négociations. Là. Il peut bien demander 9 millions, mais c'est pas ça qu'il va avoir. Il peut avoir 8, 8,5. Mais il n'y aura pas 9 millions par année. Encore là, les rumeurs disent que, et ça, j'y crois. Ça, vous pouvez prendre ça pour du cash. Là. Ils vont s'arranger pour que les Jets le signent pour 8 ans, puis qu'ils transigent avec le contrat tout de suite. Comme ça, au lieu d'avoir 7 ans, parce que vous savez que quand tu signes un contrat avec ton équipe qui te repêche, alors c'est 8 ans que tu peux signer, tandis que quand tu signes avec une équipe qui t'a acquis par transaction, c'est un maximum 7 ans. Donc, la petite passe-passe qu'ils vont faire, ce serait de donner le contrat et ensuite de le trancher avec le contrat. Beaucoup de rumeurs à Winnipeg, hein, ça brasse pas mal. Je ne sais pas si vous avez lu ça aussi, Connor Lebock, qui ne veut pas renouveler. Il y a un contrat très intéressant à 6,1 millions de dollars par année, mais dans son cas, cette année. Il est année de niaiser. Et ça ne s'annonce pas bien pour Winnipeg. Franchement, ça ne s'annonce pas bien. C'est fragile, hein? Tu as un Pierre-Luc Dubois qui veut s'en aller. Là, après ça, tu as un Connor Lebock. Si vous pensez qu'il va arriver avec Shifley et toute la gang, ça va tout suivre un après l'autre. Ça va tomber comme un château de cartes, cette histoire-là. C'est bien dommage. C'est bien, bien dommage. Je ne sais pas. C'est là ce qu'on va voir. Vous avez vu à Calgary ce qui s'est passé. À Calgary, ils ont eu une grosse. Je ne sais pas si on réfléchit bien longtemps, là, mais les Flames, là, il y avait 2 options devant eux autres. Quand il y a eu la transaction pour Eddie Tkachuk qui voulait s'en aller, puis Johnny Gaudreau, c'est 2 gros morceaux qui sont partis. Là. Les 2 ne voulaient plus rien savoir. Ils sont partis, probablement en grosse partie à cause du propriétaire et aussi, n'oublions pas, Darryl Sutter. Et là, ils ont eu le choix. Faire un patch, un gros patch, une grosse méga patch, ou ben non, faire une reconstruction. On a pris la décision de faire des méga patchs côté de Calgary. Je pense que ça peut tenir le coup pour un petit bout, mais ça ne t'offre pas longtemps, j'ai l'impression. Je ne suis pas certain que c'est la bonne décision à prendre, mais je les comprends en même temps. C'était comme entre les deux, eux autres. Pour ce qui est de Winnipeg, c'est la même autre affaire. Ils sont entre les deux et ils vont avoir une grosse décision à prendre. Et s'ils vont en reconstruction, ce qui va arriver, c'est que là, tu vas déplaire à d'autres joueurs. Tu vas déplaire à Connor, tu vas déplaire à Pionk, tu vas déplaire à Morrissey, tu vas déplaire à bien des joueurs importants de cette équipe-là. J'ai hâte de voir la suite des choses. Si vous voulez mettre un petit 2, je ne pense pas que les Jets vont vouloir reconstruire totalement. Ils vont essayer d'avoir des bons joueurs de hockey en retour. J'ai hâte de voir, en tout cas, qui va s'avérer. Je suis sûr qu'il va y avoir bien des équipes intéressées à mettre la main sur les Bucs, qui, avec une bonne équipe, je vous le dis, prenez ça en note encore une fois. Le Bucs, dans une bonne équipe, vous lui donnez Vézina. Donnez-y tout de suite. Avec une bonne équipe, une bonne défensive devant lui, à 30 ans, Vézina. Pas dans 5-6 ans, mais à court, moyen terme, peut encore gagner le Vézina encore une fois dans sa carrière. Il l'a déjà fait. Il va pouvoir le faire encore, j'ai bien l'impression, dans une bonne équipe. Oui, Marcus, ça va mal à Winnipeg. Ça va très mal. Je ne sais pas, Yannick. Je veux avoir Pierre-Luc Dubois, vous le connaissez, mais pas n'importe quel prix. À Lebock, oubliez ça à Montréal. On ne pensera pas à ça. C'est trop vieux. Non, le Canadien ne sera pas prêt à gagner avant encore au moins 3-4 ans. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris. Vous êtes très positif quand même. 25 ou 26 %. Ça varie selon les jours. Là.
Vous pensez que le Canadien de Montréal va gagner la Coupe d'ici les 5 prochaines années? C'est quand même une personne sur 4. Toutefois, la grande majorité, vous pensez que le Canadien va gagner dans 5 à 10 ans. Et un peu de monde, une petite minorité, pense que le Canadien gagnera la Coupe Stanley avant au moins 15 ans. Pas avant 3 plans quinquennales. Moi, c'est drôle, hein? Je suis plus dans la catégorie 5 à 10 ans. Je ne serais pas choqué si on gagne la Coupe Stanley dans 4-5 ans, là, mais ça risque d'être plus dans 5 à 10 ans. Je pense que le Canadien doit faire les séries au moins 1 à 2 fois minimum avant de commencer à penser ensemble à la finale de la Coupe Stanley. Minimum. Donc, si on fait le calcul, dans 5-6 ans, quand Hellebuyck va être rendu à 36, trop vieux. On oublie ça. On a déjà donné, hein? On a déjà donné, on oublie ça. Donc, on ne pense pas à ça. Ça vient de régler. En passant, juste vous dire, je veux saluer Jean-Claude Tremblay. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Jean-Claude, qui est sur Patreon présentement. Si jamais il y a des gens qui sont sur Patreon, ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller le lien que je vous ai envoyé et venez nous rejoindre dans le chat de YouTube. Parce que là, comme c'est là, je vois vos messages un petit peu en retard sur Patreon, mais je ne les vois pas live comme je vois les autres sur YouTube. Fait que si vous voulez nous rejoindre, vous allez qu'à copier-coller le lien, venez nous rejoindre sur YouTube. Donc, message lancé pour ceux qui sont abonnés via Patreon. Je veux d'ailleurs remercier Noah. Je ne sais pas si tu m'écoutes, Noah, qui vient tout juste aussi de monter de niveau, qui est maintenant membre du vestiaire des pros. Qui, Noah, d'ailleurs, je tiens à vous rappeler, est également chroniqueur pour Mordu de hockey. Puis en passant à parler de Mordu de hockey, j'aime ça en parler quasiment tous les dimanches. Là. Vous avez les top 20 pour le prochain repêchage, sont tous là dans l'ordre. Donc, si vous allez voir les positions 1 à 20. Ça, on avait fait ce rang-là il y a 1 mois. Donc, c'est sûr, vous me demandez aujourd'hui, il y a peut-être quelques rangs qui ont bougé. Mais par contre, vous avez la description des joueurs. Pour quelques joueurs, vous avez également des liens vidéo. Fait que je vous invite à aller voir ça. Oui, Connor Hellebuyck, effectivement, je confirme, hein, Marcus, comme je disais tantôt, oui, il veut partir. C'est confirmé. Canadien 10 a raison, la gang. Ça va être vraiment intéressant pour en fait, je vais dire pour les 3 prochaines semaines. Le repêchage, la signature de joueurs autonomes va être des grosses périodes. Il va y avoir beaucoup de transactions, beaucoup de mouvements. Les équipes qui vont être très actives, là, prenez ça en note. Ça, c'est plusieurs fois que je dis ça pendant. C'est fini, vous allez avoir des temps. Dites à force de prendre des notes, vous autres, à soir. Là. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, prenez ça en note. Il n'y a pas un Christy qui va prendre des notes cet soir. Hein? Y a-tu vraiment du monde qui prend des notes après un show? Ben non, il n'y a personne qui prend des notes. Fait que prenez pas de notes. Non, mais je pense les Flyers vont être très actifs. Winnipeg va être très actif. Le Canadien va être actif. Il ne sera pas très actif, mais je m'attends que ça bouge un petit peu du côté du Canadien. Je m'attends à ça. Un petit peu. Puis le petit peu, ben, risque d'être une méga, hein, mon Mario, une méga transaction. Laquelle, ça reste à voir. Ah, merci, t'es bien gentil, Marcus. Bien gentil. D'ailleurs, une nouvelle section également où vous avez tous les podcasts. Au lieu de les chercher, vous ne savez pas trop où aller, tout est bien rangé par section dans la section podcast de Mordu de hockey. Puis vous avez la section nouvelles maintenant avec les articles des chroniqueurs. Pascal, l'allié parfait pour compléter le trio de Suzuki Caulfield disponible dès cet été. Et là, il faut que tu donnes un peu plus de détails parce que là, tu mets l'eau à la bouche. C'est qui, selon toi, l'allié parfait? Est-ce que tu ferais référence à Timo Meier? Je ne suis pas sûr, moi, que Timo Meier, c'est l'allié parfait. C'est le meilleur disponible, en tout cas, pour le Canadien de Montréal. Parce qu'il est quand même pas trop vieux, mais il est sa limite, mais il n'est pas trop vieux. Mais moi, je suis Canadien de Montréal, je ne vais pas faire ça. Non, je ne fais pas ça. Là, on va en repêcher un très bon. Je pense que, honnêtement, la gang, je serais vraiment étonné que ce ne soit pas Leonard. Là, je me fais vraiment à l'idée que ça va être Leonard. Puis ça va être bon. On va l'aimer. On va l'aimer. Puis quand même que Michkov va être meilleur éventuellement, on le sait tous. Là. C'est pas avant 5-6 ans. Puis entre-temps, on a le temps de gagner peut-être une Coupe Stanley rendu là. Fait que, tu sais, regarde. Hein? Tu sais, Leonard, c'est ça. Leonard, c'est un gars qui va te faire gagner en série. On en a besoin. On a vu comment. Avez-vous vu là, la série? Je ne sais pas si vous avez regardé la finale
D'ailleurs, je vais en parler un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu la finale, les Panthers contre Golden Knights. Là. Hey, c'est tough. Là. Ça joue au hockey. Là. Je veux dire, c'est là qu'on voit que c'est rien contre les Canes, c'est rien contre les Devils, c'est rien contre les Leafs, c'est rien contre les Oilers. Mais on le voit ce que ça prend. Là. Regarde la finale. Là. Ça vous prend des gros bonhommes. Ça joue physique. Puis les gars, ben, gardez Gaudis. Il s'est fait, je pense, fendre en deux le thorax. Puis il est revenu à la game d'après. C'est ça que ça prend. Ça prend des toughs. Puis, Canadien de Montréal, il va falloir, je ne sais pas si c'est circonstanciel, il faut qu'on soit un peu plus tough, là, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures tout au long de l'année. Puis, pas nécessairement les plus petits. Les gros joueurs aussi ont été blessés plus souvent qu'à leur tour. J'espère qu'on va replacer ça parce qu'on l'a vu, ça prend une équipe quand même relativement en santé pour pouvoir faire un long bout de chemin. Ça prend ça. Et ça, c'est une chose, entre autres, qui n'a pas aidé les Kings de Caroline, c'est le nombre de blessures. J'ai l'impression que Vegas, ceux qui se posent la question, vont gagner ça à Vegas. J'ai l'impression qu'ils vont gagner ça chez eux. Puis ça va être une belle histoire. Ils vont remporter ça en 5. La première Coupe Stanley de l'histoire des Golden Knights de Vegas. Donc, c'est une belle histoire. Et finalement, hein, ceux qui je m'en souviens, moi, il y a bien du monde qui disait ah, Jake Eichel, touche pas que ça qu'une pêche. Hein? Mauvaise attitude de merde. Ça fait penser à Pierre-Luc Dubois, ça. J'entends ça régulièrement. C'est drôle, hein? Jake Eichel, on va dire une affaire. C'est Marchessault, là, qui je comprends qu'il est Conn Smythe. C'est Marchessault. Je pense qu'il a déjà écrit son nom sur le trophée. Mais Jack Eichel a donné du bon hockey pour Vegas. C'est une très bonne acquisition, bonne signature. Des joueurs de centre, on n'a jamais trop dans une équipe de hockey. Puis, vraiment, là, écoutez, quand on parle de tandem, là, Mark Stone, équivalent de Suzuki, puis tu as un Jake Eichel. Ça, on ne l'a pas. C'est ça. Kirby Dach ne sera pas au niveau de Jake Eichel. Ce n'est pas un gars qui va faire 40, 50 buts par année. Je ne pense pas qu'il va se rendre là un jour. Fait que c'est pour ça, moi, j'aimerais. Puis je ne dis pas que Dubois va le faire, mais idéalement, c'est ce qui nous manque. Et on en parle souvent. Le vrai joueur de centre numéro un vrai de vrai. Mais on est obligé, je pense, d'y aller avec un tandem de joueurs de centre 1B. Puis ça va être correct. Ça sera ça. Ça sera ça. Tu sais, quand on parle du mix de Vegas, j'en parlais, la clé du succès un peu plus tôt cette semaine. À cause 10 millions, Stone 9,5, Pietrangelo puis William Karlsson, c'est le quatuor. Et je vais rajouter à ça, oui, Marchessault, qui lui, il est motivé, il veut battre son ancienne équipe. Ouais, Vegas vont gagner, ouais. Non, exactement, Marcus. Il n'y a pas de place pour. Il n'y a pas de niaisage, comme on dit. Là. Ça roule au poste. Ça va tellement vite. C'est déjà la fin du show. Ça ne passe pas de maudite farce. Je vous inviterai, si ce n'est pas déjà fait, à liker le show, surtout ceux et celles qui vont l'écouter en rediffusion. Pourquoi? Parce que ce show-ci est exclusif pour les membres, Vestiaire des Pros et plus. D'ailleurs, je vous remercie quand même quasiment 7-8 personnes là, qui se sont abonnées dans la dernière semaine, que ce soit Vestiaire des Pros, Loge du Président, même Salon des légendes. Merci d'avance pour votre support, ceux et celles qui vont le faire dans les prochaines semaines. Ça vous donne l'occasion de voir en direct ce show-là du dimanche soir. Puis également d'autres exclusivités. Puis Dieu sait, il va en avoir. Là. C'est sûr qu'il va y avoir des exclusivités parce que ça va brasser les prochaines semaines. Il va y avoir des transactions, il va y avoir des nouvelles qui vont sortir. Donc, merci d'avance de votre support. Et puis, vous donner une idée de l'horaire la prochaine semaine. On va parler, bien entendu, de la finale des vainqueurs de la Coupe Stanley. On va revenir sur les rumeurs de la transaction parce qu'il y en a quand même pas mal. Également, on va avoir le show du mercredi. Je pense que vous aimez ça. Ça va être notre 3e édition. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions, des commentaires, des questions, propositions de transactions, mettez-les à la fin des vidéos. Comme je l'ai fait la semaine passée. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de toutes les faire. J'en ai encore quelques-unes en banque. Donc, si vous voulez donner vos opinions, je vais les prendre et on va revenir là-dessus mercredi. Et ce jeudi-ci, c'est je n'ai pas encore décidé les thèmes, sujets pour le podcast Frank Well. Là, ça va être à venir. Et puis, c'est le vendredi VIP pour les membres, juste pour vous aviser, pas l'oublier, à chaque 3e vendredi du mois. Donc, ce vendredi, ça va être le vendredi VIP. Merci. La gang. C'est bien trop vrai. Je suis en train d'oublier
une journée importante. C'est la fête aujourd'hui, à nul autre que Mario Boudreau, la gang. On va souhaiter une bonne fête à Mario Boudreau qui fête sa fête en regardant le show. C'est pas beau, c'est un peu? Non, mais sérieusement, merci beaucoup. Bonne fête à toi, Mario. C'est vrai, le pire, c'est que je l'étais noté, puis bon, c'est ça que je te dis, tellement occupé. Hein? Fait qu'on l'a oublié. Bonne fête à toi, mon cher. J'espère que tu en profites bien. Puis j'espère que, ben là, tu me disais que c'était pas super météo, là, c'était pour être plus beau la semaine prochaine. Nous autres, ça a été très beau ce week-end. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai le nez rouge. J'ai fait une vente de garage hier, imaginez-vous donc. Je vais vous en parler jeudi de vente de garage. Je vais avoir des anecdotes à vous raconter. Vous savez comment je suis, là? C'est pas avant plusieurs années. Tu sais, là, les affaires là, qu'on fait, mais bon, par obligation un peu, là. Tu sais, aller aux pommes à l'automne, vous savez que je ne serais pas tant que ça. Là, ben, avec la famille, c'est correct, c'est le fun quand ils sont jeunes, à un moment donné. Là, aller me taper 2 heures de route pour aller ramasser des pommes, un sac de pommes, puis en tout cas. Bon, il y a ça. Mais la vente de garage, là, et Colline. Mais bon, on l'a fait. Hein? C'est fait, Mel. On a réglé ça. C'est fini. Puis on n'en parle plus pour un bout. Hey, je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir été au rendez-vous. Puis on se donne rendez-vous demain, 20h. À plus, la gang. Bye bye.